Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et bien sûr on va consacrer une partie de cette édition sur la situation ou bien ce qui se passe dans le Golfe ou bien précisément entre Israël et l'Iran. Nous commençons avec la célébration de l'Égypte de la nouvelle année de l'Hégire. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité les peuples égyptiens, arabes et musulmans à l'occasion du nouvel an de l'Hégire. Dans un message publié sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, el-Sisi a déclaré que l'Hégire restera un symbole de la patience et du sacrifice en vue des droits et un exemple à suivre dans la construction d'une patrie développée et stable. Le chef de l'État a imploré Dieu, le Tout-Puissant, que cette année apporte tout le bien et la prospérité. En même temps, le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé les félicitations avec les dirigeants des pays arabes et musulmans à l'occasion du nouvel an de l'Hégire. El-Sisi a exprimé ses meilleurs vœux au président et roi des pays arabes et musulmans, souhaitant à leur peuple une année pleine de bénédictions, de paix et de stabilité. Le chef de l'État a aussi félicité les Égyptiens expatriés à l'occasion du nouvel an de l'Hégire, leur souhaitant tout succès. Le chef de l'État a par ailleurs reçu des messages de félicitations à cette occasion de la part de hauts responsables de l'État dans lesquels ils ont exprimé leurs meilleurs vœux au chef de l'État souhaitant à l'Égypte progrès et prospérité. Pour sa part, l'épouse du président de la République, Intisar al-Sisi, a adressé ses félicitations au peuple égyptien et à la nation islamique à l'occasion du nouvel an de l'Hégire sur sa page officielle sur les réseaux sociaux. Madame Intisar a exprimé le souhait que cette nouvelle année égérienne soit porteuse de stabilité, priant pour que Dieu protège l'Égypte et son peuple de tout mal et qu'il renouvelle cette occasion pour le peuple égyptien et la nation islamique dans le bien, la prospérité et les bénédictions. Alors le nouvel an de l'Hégire, c'est la célébration de l'immigration du prophète Mohammed de la Mecque à Médine. Grâce à l'importance de cet événement, le calendrier musulman démarre à cette date, car c'est à cette date que la communauté musulmane naît officiellement. Pour comprendre l'importance de l'Hégire, il est essentiel de se pencher sur le contexte historique dans lequel il s'est produit. À l'aube du XIIe siècle, la péninsule arabique était une région marquée par des divisions tribales et une multitude de cultes religieux. Les Arabes étaient également impliqués dans des conflits fréquents, tant internes qu'externes. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était né à la Mecque en 570. Il a vécu une vie relativement ordinaire jusqu'à ce qu'il reçoive sa première révélation divine à l'âge de 40 ans. Dès lors, il a commencé à prêcher le monothéisme et à critiquer les pratiques religieuses polythéistes de la société mecquoise. Cependant, ses enseignants ont rencontré une forte opposition de la part des autorités religieuses et des marchands de la Mecque qui craignaient que leur pouvoir et leurs bénéfices ne soient remis en question. Les partisans de Mohammed, paix et salut sur lui, étaient de plus en plus nombreux. Ils ont été soumis à une répression croissante de la part des autorités mecquoises. Ils ont été persécutés, emprisonnés et même tués en raison de leur foi en l'islam. Face à cette situation intenable, le prophète a décidé de chercher un endroit plus sûr pour lui-même et ses disciples. La ville de Médine, alors connue sous le nom de Yasrib, était en proie à des conflits internes et tribaux. Les habitants de Médine, qui étaient au courant des enseignements de Mohammed, ont entendu parler de sa sagesse et de sa capacité à résoudre les conflits. Ils ont envoyé une délégation au prophète, l'invitant à se rendre à Médine et à y devenir leur leader.
Face à la persécution à la Mecque et à l'appel des habitants de Médine, le prophète a décidé de quitter sa ville natale en 622. Cette migration, connue sous le nom d'Hégire, a eu lieu la nuit du 12 au 13 septembre 622. Le prophète et ses partisans ont quitté la Mecque clandestinement et ont commencé leur voyage vers Médine. L'hégire a eu un impact immédiat sur la vie du prophète et de ses disciples. À Médine, le prophète a établi une nouvelle communauté musulmane basée sur les principes de l'islam. Il a joué un rôle de médiateur dans les conflits tribaux et a promulgué des lois pour régir la vie en société. La communauté musulmane de Médine est devenue un exemple de cohésion sociale et de fraternité pour les musulmans du monde entier. L'hégire n'était pas seulement une migration physique, mais aussi un événement d'une importance religieuse capitale. Selon la tradition islamique, l'hégire marque le début du calendrier musulman. Et pour continuer les explications sur la nouvelle année de l'hégire ou bien l'hégire même, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Kamal Gadallah. Vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je vous souhaite une très très bonne année de l'hégire. Alors, quel est le contexte historique dans lequel l'hégire s'est produit? Bon, premièrement, le contexte historique, c'était tout à fait semblable à ce que s'est passé aux autres prophètes, car l'intégration, c'est-à-dire de quitter le lieu où ils ne trouvent pas opportunité d'utiliser mais n'importe quel prophète sous de contraintes est tout à fait insolvable. C'est pourquoi il est ordonné par Allah de se déplacer à un autre endroit et il pourrait trouver des partisans. Donc les musulmans, les compagnons du prophète à la Mecque, ils étaient tout à fait exposés à la torture, à l'oppression par le notable de la Mecque et surtout Ahl qui est Amr ibn Hisham, Umayya ibn Khalaf et les autres notables de la Mecque. Ils persécutaient en fait tous les musulmans, surtout qui étaient sous leur hégémonie, comme leurs esclaves par exemple. Et l'exemple tout à fait flagrant, c'est celui de Bilal ibn Rabah, et l'autre c'est celui de la famille de Ammar ibn Yasir, où son père en fait, il a trouvé la mort à cause de tourments, de la torture. Et sa mère, elle était poignardée par Abu Jahl, alors que lui, il a supporté des difficultés et des peines. Donc, c'est dans ce contexte-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réalisé qu'il ne pourrait jamais, en fait, répondre à son appel à la Mecque. C'est pourquoi il avait rencontré, il avait décidé de s'exposer aux autres tribus, loin de la Mecque. Surtout les saisons de pèlerinage où toutes les tribus venaient à la Mecque pour faire le pèlerinage. Donc il avait rencontré certaines personnes, des habitants de Yathrib à l'époque, qui étaient devenus Médine radieuse. Donc il les a rencontrés, il les a exposé l'islam, ils avaient embrassé l'islam et il avait donné une promesse au prophète sallallahu alayhi wa sallam de revenir à la Mecque l'année prochaine pour conclure un pacte avec lui en fonction duquel le prophète musulman pourrait déménager à Médine pour pouvoir pratiquer leur religion. Donc avant cette hégire, il y a deux autres migrations vers l'Abyssinie où le musulman était obligé de s'y rendre. Et s'y rendre pourquoi? Malgré le fait qu'il s'agissait d'un pays tout à fait chrétien et le roi aussi il était chrétien, orthodoxe, mais le prophète il l'a qualifié de quelqu'un qui ne pourrait jamais léser aux autres
même s'ils n'étaient pas d'accord avec lui, en religion, c'est co-religionnaire. Donc, c'est à partir de cette migration, de cette petite migration, que la pensée d'émigrer, en fait, s'est déplacée à un autre endroit. Elle était bien ancrée dans la mentalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis une exécution après le deuxième pacte de l'Aqaba, le grand pacte de l'Aqaba. L'Aqaba, c'est un endroit qui est tout à fait proche de la Mecque, où le prophète a rencontré ce que deviendront ensuite Al-Ansar et bien les Sécoraires. Parfait. Alors, comment l'hégire a changé la société? On sait très bien que la société avant l'islam, c'était vraiment très, comment on dit, on vivait d'une façon sauvage. Il y avait les tribus qui attaquaient les autres tribus. Il n'y avait pas de justice vraiment. Alors, comment l'hégire et l'installation ou l'établissement d'un État ou bien d'un endroit qui est la Médine a changé cette société qui était sauvage? Bon, pour la société mécoise, il n'appartenait pas aux musulmans ni au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appartenait plutôt à des mécréants, les mécréants de la Mecque, les idolâtres qui adoptaient des vices sociaux et des injustices sociales tout à fait flagrantes. Comme vous venez de le dire, il y avait cette inégalité sociale, il y avait par exemple cette humiliation dont les pauvres et les misérables étaient l'objet. Il y avait aussi en fait cette guerre civile qui cessait de se déclencher parmi les tribus, alors que la société de Médine était la société établie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon les principes de la charia. Vous avez par exemple, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son arrivée à Médine? Vous avez premièrement la construction de la mosquée qui sera non seulement le lieu du culte, mais elle sera aussi le siège du gouvernement, elle sera aussi le conseil de guerre, elle sera aussi l'endroit où on accueille les étrangers qu'on pourrait le construire comme par exemple le ministère des Affaires étrangères. Il y avait aussi en fait cet endroit où se trouvent les trésors publics et où se trouvent aussi les charités et les sadaqat, les zakats qui étaient prélevés sur le bien des riches pour être distribués aux pauvres. Donc, il y avait deuxième chose après la construction de la mosquée. Vous avez par exemple cette fraternité entre les Ansar et les Muhajirines, c'est-à-dire entre les immigrés et les secoureurs. Donc, le prophète sallam a trouvé qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une sorte de coopération, mais d'une sorte de cohésion sociale. Il faut que la société musulmane soit une seule société, dont les individus s'entraident, dans les individus coopèrent, dans les individus, les membres de la société partagent toutes les préoccupations, raison pour laquelle il y a la fraternité entre les muhajirines, les immigrés, et les ansar, les sécoraires. Donc, une troisième étape, c'était ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle la feuille de Médine, Sahifat al-Medina, ou bien la constitution de Médine, cette première constitution dans l'histoire de l'islam, où il a donné en fait droit et devoir équitables entre toutes les souches de la société, toutes les composantes de la société, c'est-à-dire musulmans, non-musulmans, muhajirines, ansar, Mécois, Médinois, Juifs aussi et leurs alliés. Donc, il a établi des droits et des devoirs tout à fait équilibrés et il a fait ce qu'on peut appeler la Convention de la défense commune de Médine où tous les habitants de Médine doivent y prendre part. Donc, c'était une constitution tout à fait équitable, une société bien cohésée, bien solidaire. Donc, il y avait aussi, pour la construction de la mosquée, par exemple, le prophète, par direction, il portait grandes pierres, et si les musulmans trouvaient n'importe quel inconvénient, n'importe quelle difficulté à creuser, c'est le prophète qui s'en chargeait. Donc, il était une société tout à fait active, tout à fait dynamique et tout à fait
collective et solidaire. Donc c'était une société d'égalité, comme je viens de le dire. Il n'y avait aucune différence entre les gens en fonction de race, de couleur, même de confession. Donc une société qui était établie en fonction des principes de la charia, dont l'initiateur était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement, je vous dis la vérité, tout à fait amer si le musulman gardait de tels principes dans la construction des sociétés. Donc, on pourrait trouver un monde plus paisible, plus tolérant, pacifiste et plus fructueux. Est-ce qu'on peut dire que le prophète Mohammed a réalisé un miracle en unissant les différentes tribus, les différentes religions et en établissant un modèle de ville moderne comme la ville moderne où on vit aujourd'hui? Oui, normalement, ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tout à fait miraculeux, parce que c'était presque pour la dernière fois qu'on tombe sur une société de cette égalité exemplaire, de cette justice exemplaire, de cette, par exemple, cohésion proverbiale, ce qu'on peut appeler une société de droit ou bien de canon. Donc c'était la vraie application en fait de cet état tout à fait idéal et qu'on pourrait croire, excusez-moi, chimérique jusqu'à présent parce que ça se passe pas. Donc si vous lancez un regard par exemple sur le grandes puissances qui détiennent le pouvoir dans le monde, comme par exemple les États-Unis, comme par exemple la Suisse et les autres grandes puissances, qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple, vis-à-vis des massacres perpétrés à Gaza et tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout, parce qu'il s'agit d'une société d'intérêt. Ce n'est pas une société ni de droit, ni de loi. Mais le prophète, il a mis en application d'une façon tout à fait miraculeuse, un miracle, un vrai miracle en fait, une société sans pareil, sans égal, ni avant, ni après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Était une société tout à fait exemplaire, idéale, elle ne pourrait pas trouver de pareil. Donc c'est ça le génie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pas un génie tout à fait intrinsèque, il est extrinsèque aussi parce que c'est la révélation divine. In huwa illa wahyun yuha, il y a une révélation. Donc quelqu'un qui est inspiré par Allah à faire le bien, donc ce n'est pas comme n'importe qui pourrait par exemple faire un équilibre entre les intérêts et les dégâts, les avantages, faire par exemple des manœuvres politiques. Non, le prophète il menait ce qu'on peut appeler la politique propre, c'est-à-dire cette politique qui a toujours des sublimes finalités, qui n'a pas de finalité, par exemple, excusez-moi, de bassesse, ou bien, par exemple, de ruse-passe, bien de tromperie. Non, tout cela, en fait, était exclu du dictionnaire de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Une dernière question, professeur. Alors, quelles leçons on peut tirer de l'hégire? Oui, la première leçon est, par exemple, si vous êtes contraint à ne pas faire le bien, par exemple, à être, excusez-moi, à être corrompu, à être, par exemple, fautif, donc vous pouvez quitter le lieu où vous n'avez pas l'opportunité de faire le bien. Ouais. Donc c'est ce qu'il a fait le prophète sallam et ses compagnons pour bien pouvoir adorer leur Seigneur, vouloir à lui. Donc il était dans l'obligation de fuir leur pays, donc quitter la Mecque à destination des Médines. La deuxième leçon, pourquoi on fait une migration? Pour en fait de meilleures conditions de faire le bien. Oui. C'est-à-dire que le prophète a commencé à partir du premier moment à construire et fonder un État sur un bien fondé juste, sur un fondement tout à fait satisfaisant à Allah, gloire à lui. Donc la troisième leçon, c'est cette coopération interraide entre les musulmans où, par exemple, les sécureurs avaient bien accueilli leurs frères en islam, les muhajirins ou les immigrés. Donc, en leur proposant même de partager non seulement leurs biens et leurs fortunes. Il disait à son frère l'émigré, qui parle. Parfait. Je vous remercie beaucoup, docteur. Ouais. Donc, je te propose de divorcer.
Apparemment, il y a un problème technique. Bon, je vous remercie beaucoup, Dr Kamal Gadalla. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Dr Kamal a parlé quand même du contexte des raisons pour lesquelles ont obligé le prophète et ses partisans à faire l'hégire ou bien à émigrer vers Yasrib, qui s'est transformé en El Médine, et comment il a donné un exemple d'un Médina, c'est-à-dire une ville moderne d'aujourd'hui, et même avec des principes plus prestigieux et plus bons. On passe maintenant à notre dossier, notre deuxième dossier, tel le nucléaire iranien. De nombreuses questions se posent toujours sur les capacités nucléaires iraniennes. Les Américains et les Israéliens affirment les avoir très sévèrement affectés. Les Iraniens minimisent l'ampleur de l'impact des frappes et le flou persiste. Les capacités d'enrichissement de l'Iran sont désormais complètement détruites, a déclaré le président américain Donald Trump après les frappes qui ont ciblé l'infrastructure nucléaire des installations iraniennes à Natanz, Ispahan et Fordo à l'aube du dimanche 22 juin. Malgré les affirmations de Trump, qui avait qualifié ces frappes de très réussies, le mystère plane toujours sur l'étendue réelle des dommages infligés aux infrastructures nucléaires de l'Iran, d'autant plus que Fordo a été évacué à l'avance pour éviter des dommages irréparables. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a également confirmé que l'Iran n'avait pas l'intention de mettre un terme au développement de son programme nucléaire, malgré les frappes, qualifiant l'attaque de violence sauvage, contraire aux lois internationales, en particulier au traité de non-prolifération, le TNP, des armes nucléaires. L'importance de ces trois installations réside dans le rôle de site clé de l'infrastructure nucléaire iranienne, certaines de leurs parties étant sous la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. L'installation de Natanz, située à environ 220 km au sud-est de Téhéran, est le principal site d'enrichissement de l'uranium en Iran. Avant les frappes, l'installation produisait de l'uranium enrichi à des niveaux atteignant 60%, un seuil inquiétant proche de celui nécessaire pour la fabrication d'armes nucléaires d'après les experts. Selon l'AIEA, les frappes ont ciblé la partie supérieure de l'installation ainsi que ses installations souterraines où se trouvent des chaînes complexes de centrifugeuses. Les premières estimations indiquent que les frappes aériennes israéliennes qui ont précédé l'attaque américaine ont causé des coupures de courant et détruit un grand nombre de ces équipements vitaux. Quant à l'installation de Fordo, enfouie sous une montagne à environ 100 km au sud-ouest de Téhéran, elle est considérée comme l'un des sites les mieux protégés du programme nucléaire iranien. Selon des sources militaires, les frappes américaines ont utilisé des bombes performantes de type GBU-57 lancées depuis des bombardements furtifs B-2 Spirit. Ces bombes conçues pour pénétrer dans des abris profonds pèsent plus de 13 tonnes et ne sont utilisées que pour des missions militaires les plus exigeantes. Le centre de recherche d'Ispahan, situé à environ 350 km au sud-est de Téhéran, a également été ciblé. Ces installations comprennent 3 réacteurs de recherche et plusieurs laboratoires spécialisés directement liés au programme nucléaire iranien. Ces installations emploient des milliers de scientifiques et de techniciens. Selon des sources, toute attaque contre ce site est considérée comme une atteinte à un axe scientifique majeur du projet nucléaire iranien.